Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. C'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir dans ce magnifique lieu pour échanger autour du futur de la location moyenne et longue durée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benjamin. Ça va faire maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint l'équipe Studapart. Et si j'ai rejoint ce projet, c'est vraiment pour créer et animer notre communauté d'utilisateurs propriétaires. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de la soirée et de laisser place aux intervenants, j'aimerais partager avec vous une croyance forte que l'on a chez Studapart. On vit dans un monde où tout le monde souhaite optimiser son temps, où chacun souhaite vivre des expériences uniques. À titre personnel, j'utilise Airbnb pour réserver mes vacances. En 2 clics, je peux réserver mon déjeuner sur Deliveroo. Et pourtant, se loger ou trouver des locataires reste toujours aussi complexe. Je dirais même pire, c'est que les choses n'avancent pas vraiment dans le bon sens. Chez Studapart, on a une conviction très forte qui est celle de se dire que la location moyenne et longue durée mérite d'être dépoussiérée. Si vous êtes là ce soir, c'est qu'on pense que vous partagez la même vision que la nôtre, et c'est tout le but de cet événement, se dire qu'ensemble, en partageant nos expériences, on arrivera à faire avancer les choses. Désormais, je vais appeler Amaury pour qu'il vous présente justement sa vision de l'immobilier. Merci. Merci beaucoup Ben. Donc bonsoir à tous. Il y en a que je connais déjà ou que j'ai déjà vu, je reconnais quelques têtes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Amaury Roland, donc je suis un des cofondateurs de Studapart. Tout le monde ne connaît pas Studapart aujourd'hui, et donc avant qu'on rentre dans des sujets qui vous intéresseront, je l'espère, et j'en suis persuadé, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de Studapart. C'est toujours intéressant. Studapart, c'est une entreprise qu'on a créée avec mon associé Alexandre sur les bancs de la fac. Histoire toute simple qu'on voit dans beaucoup de créations de start-up. On arrive à Paris, on intègre Paris 1, donc l'université Sorbonne. Et globalement, moi je suis originaire de Nantes, Alexandre est originaire de la région parisienne et on se doit de rechercher un logement pour nos études. Et on se rend compte que trouver un logement est hyper complexe en tant que locataire, expérience plutôt catastrophique, on cherche sur des sites, on appelle des dizaines de propriétaires qui nous répondent tous c'est déjà loué, arrêtez de m'appeler, j'ai déjà trop de dossiers. Donc globalement on comprend que ça va pas être simple. On se retrouve dans des visites où il y a plutôt 20 ou 30 locataires déjà devant l'immeuble, ce qui n'est pas hyper agréable, et on se rend compte aussi que le propriétaire vit une expérience de son côté qui n'est pas des plus intéressantes. Globalement, on décide de créer un site. À cet âge-là, on doit avoir 19 ans. On crée un site internet pour mettre en relation d'abord nos copains avec des propriétaires, puis on se dit en fait nos copains, c'est pas assez intéressant, donc on va plutôt cibler tous les étudiants, parce qu'on était étudiants et c'était la cible qu'on connaissait. Donc on sort un premier site qui fait un four total. Donc on plante notre première boîte en, je pense, 12 mois. On fait toutes les erreurs les plus intéressantes du monde et les plus grosses. Et surtout, en fait, à part ma mère et ma grand-mère qui se connectent sur mon site, globalement, il n'y a personne. Que ce soit des propriétaires, en fait, ils n'en ont juste rien à faire, puisque la proposition de valeur qu'on apporte, c'était juste d'être une plateforme où vous mettez vos annonces et ensuite des étudiants vous contactent. Oui, c'est le bon coin et en 10 fois moins bien. Du coup, globalement, on n'avait pas de propriétaire. Et de l'autre côté, en fait, même les étudiants qui étaient en besoin hyper important, eux, ne voyaient pas non plus la valeur ajoutée de notre service. Donc, c'était un deuxième coup dans les dents. Donc, ça a été une période assez compliquée, mais on était toujours assez persuadés avec Alexandre, en tout cas, parce qu'au début, on était 2 dans notre bureau, et c'est pas pour le storytelling startup, c'était vraiment vrai. Qui avait quelque chose à faire, parce qu'on se rendait bien compte que se loger, c'est la base de la pyramide. On a tous besoin de se loger, c'est juste le truc le plus important de la vie quasiment. Et que globalement, les expériences qui étaient en face de ce plus gros besoin n'étaient pas hyper bonnes. Globalement, on s'est posé la question en se disant comment on peut être malin, comment on peut faire différemment en sachant qu'on n'avait ni l'argent de se loger, ni l'argent du Bon Coin et ni l'argent d'Airbnb. Et donc globalement, on s'est dit où sont les étudiants, parce qu'on s'est rapidement dit aussi que les propriétaires, notamment qui louaient à des étudiants, avaient besoin des étudiants, et quand on a besoin de son client, on s'est dit où est-ce que sont les étudiants. Les étudiants sont dans des écoles et dans des universités.
Et on s'est posé la question, est-ce que les écoles et les universités en ont quelque chose à faire du logement de leurs étudiants? On n'avait aucunement la réponse à ce moment-là. Donc on est tout simplement allé les rencontrer, on a discuté avec beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, pour elles, c'était un besoin super important parce que globalement, elles ont des étudiants qui viennent des quatre coins du monde, qu'elles ont besoin d'apporter du service à ces étudiants-là, et que le logement, c'est pas du tout leur métier. C'est là où on a eu l'idée de créer une plateforme logement en fait, pour ces écoles et ces universités en se disant, bah voilà, il y a l'EM Lyon que vous connaissez tous, ou il y a Sciences Po Lyon, il y a la Cato de Lyon, etc. Il y a tous ces établissements-là locaux qui vous apportent potentiellement des locataires chaque année, qui ont plein d'étudiants, qui ne savent pas gérer le logement. Comment, en tant que Studapart, on peut leur apporter une solution sans qu'eux n'aient rien à faire, puisqu'encore une fois, ce n'est pas leur job. Leur job, c'est d'enseigner, de donner des formations et de recruter des étudiants. Donc c'est ce qu'on a fait. Et globalement, la machine était lancée. On s'est rendu compte qu'il y avait une force incroyable avec les écoles et les universités, c'est que les propriétaires, qu'ils soient particuliers ou les professionnels de l'immobilier, donc les agences ou les résidences étudiantes, avaient un sentiment de confiance avec Studapart et grâce en fait aux écoles et aux universités partenaires de Studapart. Donc c'est ce qui a fait qu'on a fait de l'acquisition de beaucoup de logements, etc. Donc il s'est passé 4 ans, puisque c'est une boîte qu'on a lancée en 2014. 4 ans et demi, même maintenant, on est en 2019. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, du coup, aujourd'hui, à date, pour que vous ayez un petit peu de chiffres, c'était important d'avoir cette rétrospective sur qui on est et ce qu'on fait. On a plus de 160 écoles aujourd'hui qui sont partenaires de Studapart, donc sur 40 villes en France. Et on a à peu près 100 000 logements en France qu'on diffuse, en sachant que nous ne sommes pas un agrégateur d'annonces, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des annonces d'un autre site qu'on met sur notre site, ce sont vraiment des offres qu'on a en propre, dont on a fait, entre guillemets, l'acquisition. Dans ces 100 000 logements, il y a à peu près 30 000 logements de propriétaires privés, donc des gens potentiellement comme vous qui ont des logements et qui les gèrent tout seuls, sans intermédiaire. Et après, on a à peu près entre 50 et 60 000 logements de résidences étudiantes, et l'autre delta, ce sont des logements qui sont gérés par des agences immobilières. Et ma plus grande fierté, c'est pas ces chiffres-là, on va dire qu'ils sont très bien, c'est génial, on peut faire mieux. C'est d'avoir su recruter, avoir pu recruter, et notamment des gens comme Benjamin, une quarantaine de personnes qui sont aujourd'hui dans ce projet ultra impliquées, avec une volonté globale de changer les choses, et on va en parler tout à l'heure de comment on est en train de vouloir changer le monde sur la location moyenne et longue durée. C'est pas de l'arrogance, mais en tout cas c'est notre ambition, et on pourra en discuter juste après. Alors, le premier point, en fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi vous évoquer aujourd'hui qui est notre locataire, en tout cas chez Studapart, celui avec lequel on discute le plus. C'est en fait quelqu'un qui a entre 18 et 28 ans aujourd'hui, donc sur nos moyennes de plateforme, tout simplement parce qu'on touche via les écoles des gens qui sont en études, qui sont en postdoc, etc., etc. Et ce qui est hyper intéressant, alors ils ont plein de caractéristiques, mais on aime bien en retenir 3. Le premier, c'est que c'est un jeune qui est ce qu'on appelle en hypermobilité, et ça c'est quelque chose qui est hyper nouveau et qui impacte énormément la vie des propriétaires, tout simplement parce qu'en fait quand vous avez un logement de 20 mètres carrés dans Lyon, vous avez plutôt des chances de louer soit à quelqu'un qui va faire des études, ou soit potentiellement un touriste ou à quelqu'un en mobilité professionnelle qui va rester quelques jours. Mais vous avez quand même des chances importantes de louer à un moment donné de votre vie de propriétaire à un étudiant. Et aujourd'hui, l'étudiant qui reste 36 mois dans son logement, etc., ça n'existe plus, il faut faire le deuil, c'est pas grave, le monde a changé. Et le monde change parce que les écoles font en sorte que le monde change. Tout le monde ne connaît pas forcément le modèle économique d'une école privée ou d'une université ou d'une école publique. C'est tout simple, c'est le fait d'avoir le plus d'étudiants possible. Pourquoi ? Parce que les écoles privées ont des frais de scolarité, donc plus elles ont d'étudiants, plus elles engrangent du chiffre d'affaires. Et dans le cas des établissements publics, ils sont subventionnés par l'État en fonction de leur nombre d'étudiants. Ce qui se passe, c'est que les écoles et les universités n'ont pas des campus extensibles. Et donc globalement, elles sont plutôt sur un rôle de se poser la question de comment j'accueille de plus en plus d'étudiants. Et la réponse est très simple, c'est de raccourcir les cursus. Où avant, potentiellement, vos enfants, vous avez dû le voir, si vous en avez, je suis sûr que oui, qui faisaient potentiellement 1 an ou 1 an et demi dans la même école. En fait, maintenant, ils vous racontent qu'ils vont passer 6 mois à Shanghai, 6 mois à Lyon, 6 mois à Paris en stage à la Défense et compagnie et compagnie. En tout cas, ils sont amenés à bouger. Donc, ils sont amenés à changer de logement et vous, en tant que propriétaire, vous subissez forcément ces mobilités-là. Donc ça, c'est super important parce qu'en plus, les écoles sont en train, on en discutera tout à l'heure, de pousser de plus en plus ces murs-là, puisque c'est une logique viable et vitale pour elles.
Ensuite, c'est quelqu'un d'ultra digitalisé. Ça, c'est super intéressant aussi. L'âge moyen aujourd'hui d'un propriétaire en France, c'est 45 ans. Donc globalement, vous êtes quasiment tous dans la moyenne. Mais le propriétaire français a 1,5 logements en moyenne pour celui qui a 45 ans. Et en fait, si on regarde un peu les chiffres, la plupart des multipropriétaires, donc ceux qui ont le plus de capital en France, ont plus de 65 ans en moyenne, dans la grande majorité. Ce qui se passe, et c'est hyper intéressant, c'est que c'est un des seuls marchés où vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive avec son application sur Snapchat qui parle à quelqu'un qui est potentiellement à 70 ans. Et c'est pas bien ou mal, c'est pas le sujet, mais il y a quand même un choc générationnel qui est important et qui, à un moment donné, il faut le mettre sur la table, et c'est pas grave, c'est une richesse d'avoir des gens différents qui puissent discuter. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête en tant que propriétaire parce que vous parlez à quelqu'un qui n'est pas forcément câblé de la même manière que vous êtes potentiellement câblé. Et même moi, j'ai un neveu qui a 13 ans et je ne comprends rien de ce qu'il me raconte. Et c'est pas grave. Mais ça, c'est super important. Et on discutera après des conséquences de tout ça. Et ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a un jeune qui est mal ou non informé sur toute la thématique du logement. Déjà parce que c'est compliqué. Et dans la salle, vous êtes quasiment tous propriétaires, vous avez tous envie de le devenir. Je connais personne qui me dit que l'immobilier c'est simple parce qu'il y a plein de contraintes, les lois elles changent tout le temps, etc., etc. Il y a une nouvelle loi qui s'appelle la loi Elan qui est passée, etc., avec 1 milliard de trucs. Je ne suis pas sûr que tout le monde a lu la centaine d'amendements parce que la loi fait 500 pages. Donc je ne suis pas sûr que tout le monde en a fait son livre de chevet. Et en tout cas, c'est compliqué. Et globalement, pour un étudiant, c'est encore plus compliqué, ou même pour un jeune actif, parce que ce n'est pas quelque chose qui est hyper intéressant pour lui de comprendre comment fonctionne un bail de location et qu'il faut une assurance habitation, etc., etc. Mais en tout cas, c'est un marché qui est régulé, réglementé. Donc il y a des choses, on ne fait pas n'importe quoi. Et on voit aussi que parfois, il peut y avoir des débordements avec notamment des locations type Airbnb où en fait, on a des gens aujourd'hui qui ont entre 18 et 25 ans. Et moi, le premier, où globalement, on vit Airbnb quand on part en vacances. Donc en fait, on est juste habitué à prendre notre valise, aller dans un appartement. Je ne paye pas de loyer parce qu'en fait, j'ai tout mis sur la plateforme. Je n'ouvre pas mon compteur EDF parce qu'il est déjà ouvert. J'ai rien à faire, globalement. Et donc, j'arrive, je consomme comme ça, et Ben le disait tout à l'heure. Sauf que la moyenne et la longue durée, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un cadre réglementaire et il y a un certain nombre d'obligations qui sont demandées aux locataires et sur lesquelles on ne peut pas transiger. Sauf que le locataire, ce n'est pas forcément instinctif aujourd'hui dans sa tête. Globalement, qu'est-ce que recherche aujourd'hui le locataire, et notamment le locataire étudiant, celui qu'on connaît le plus à date? Il cherche 3 choses. La première, et ça vous le savez, c'est une des règles fondamentales quand on investit dans l'immobilier, c'est, on vous le répète constamment, et le banquier a dû vous le dire, la localisation, est-ce qu'il est bien placé ce logement, est-ce qu'il va se louer? C'est pas anodin, même si c'est quelque chose qui paraît extrêmement simple d'esprit, c'est une réalité. La localisation reste un point important et elle est aussi conditionnée à votre stratégie d'investissement. Typiquement, nous, de ce qu'on voit chez Studapart, on dissocie énormément les étudiants en fonction de 3 types d'étudiants. Les étudiants plutôt de première année, c'est-à-dire qui intègrent des écoles, qui ont plutôt entre 17 et 20 ans, qui sont assez jeunes, c'est souvent leur première expérience en dehors de chez leurs parents. Eux vont plutôt chercher des logements proches de leur campus parce que c'est rassurant, il y a moins de temps de transport, les parents ils sont hyper assurés, en sachant que c'est aussi un point important, c'est que souvent les parents payent le loyer, donc les parents à un moment donné, c'est eux qui choisissent un petit peu ce qui se passe. Ensuite, les 2e, 3e années, 4e année, etc. comprennent qu'en fait, on fait pas la fête à côté du campus et on fait la fête dans l'hypercentre. Donc ils commencent à connaître 2-3 personnes, ils se disent plutôt je vais faire une coloc dans l'hypercentre ou en tout cas je vais trouver des gens ailleurs. Et puis il y a une 3e population qui est une population qu'il ne faut pas négliger parce que c'est la population qui est en énorme croissance en France sur la verticale des étudiants et c'est là où les écoles et les universités mettent la gomme, c'est les étudiants internationaux. Les étudiants internationaux qui sont souvent pas forcément hyper bien intégrés en France sur la partie du logement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une enquête qui est sortie qui est hyper intéressante où il y a quand même 7 étudiants sur 10 internationaux qui se disent que leur expérience logement en France a été mauvaise. Donc c'est quand même hallucinant quand on sait que la France est le 5e pays qui accueille le plus d'étudiants internationaux et que notre gouvernement notamment est en train de passer des lois avec une ambition de passer dans un top 3. Donc globalement, pour eux, ce qu'ils recherchent, c'est plutôt du proche campus, parce qu'ils ont plutôt la même volonté que les étudiants de première année, c'est de se sécuriser, d'être proche du campus et de se réunir plutôt avec les autres étudiants internationaux qui sont proches du campus. Ensuite, le 2e point,
c'est de faire ce qu'on appelle de l'ultra meublé. Donc beaucoup de propriétaires aujourd'hui font du meublé. Je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui font du meublé ici? Okay. Et est-ce qu'il y a des gens qui louent en vide? Ok, d'accord. Donc plutôt une grosse majorité meublée. Ce qui est bien, ça correspond effectivement plutôt au marché. Et nous, on parle même d'ultra meublé pour deux raisons. La première, c'est que, et on en discutera aussi tout à l'heure, les étudiants cherchent une expérience de vie qui est importante. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le décor. On a essayé de redesigner un appart étudiant qui nous paraît être sympa et qu'effectivement, parfois, on voit pas mal de propriétaires historiques qui confondent parfois meublé et meublé, c'est-à-dire je meuble parce que fiscalement, je fais du LMNP. Et en fait, j'ai Tata Simone qui vient de décéder, donc je reprends sa commode qui coûte pas cher et je la mets dans le salon et ça sera très bien pour l'étudiant qui a pas d'argent. On l'a entendu, hein, c'est pour ça que je me permets de le faire. Les gens qui se disent, voilà, j'ai envie d'apporter une vraie expérience à mon locataire à un moment donné, voilà, j'investis un petit peu, etc. Ça va lui faire plaisir, je vais le fidéliser, il sera content et du coup, j'aurai moins de problèmes. Et surtout, en fait, pourquoi aujourd'hui les gens recherchent de l'ultra meublé ? Pour toujours cette question de mobilité, c'est-à-dire que les gens, ils arrivent pendant très peu de temps, plutôt 6-8 mois, 1 an, et donc ils ont besoin d'avoir quasiment du clé en main pour qu'ils puissent arriver avec leur valise et repartir potentiellement avec leur valise. Et ensuite, le dernier point, et c'est un point qui est super important, qui est aussi un point qui est générationnel, c'est cette recherche d'expérience utilisateur. C'est pas un buzzword, c'est un truc qui est ancré dans la tête des gens, en tout cas, qui aujourd'hui consomment notamment sur le web. C'est d'avoir une capacité, d'avoir confiance à la fois potentiellement dans la plateforme, donc ça c'est surtout chez nous et on en parlera tout à l'heure aussi, donc d'avoir confiance dans les outils qu'ils utilisent, mais aussi d'avoir confiance dans les membres potentiellement avec qui ils discutent et avec qui ils interagissent, avec qui ils contractualisent, parce que c'est important d'avoir cette notion de tiers de confiance, etc. etc. Ensuite, qu'est-ce qu'attendre? Et ça, c'est super important aussi, parce qu'on se pose souvent la question en tant que propriétaire, qu'est-ce que j'attends de mon locataire? Alors, j'attends de mon locataire qu'il me paye bien, qu'il soit super sympa, qu'il fasse le ménage. En fait, bon, il me paye souvent bien, le ménage, il le fait moins bien. C'est pas grave non plus. Mais on se pose, est-ce que vous vous posez parfois la question de ce que peut attendre votre locataire de vous? Et ça, c'est un point qui est super intéressant sur lequel j'aimerais revenir. Nous, quand on interroge notre base, aujourd'hui, on a plus de 300 000 étudiants inscrits sur notre plateforme, qui utilisent régulièrement nos outils. On se rend compte, quand on les interroge, qu'en fait, il y a 3 choses qui sont importantes pour eux. Le premier, c'est la transparence. La transparence, c'est un mot aussi qu'on entend partout, mais qui est encore une fois générationnel. Et la transparence, je vais vous prendre des exemples extrêmement concrets, elle est attendue sur vos annonces, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que parfois les annonces ne reflètent pas forcément la réalité, à tous les niveaux, dans les descriptions, dans les photos, etc., etc. Dans les conditions d'accès, ça c'est un truc qui est très professionnel, notamment lié à l'hôtellerie potentiellement, mais les conditions d'accès, c'est-à-dire votre capacité en tant que propriétaire à instaurer des conditions d'accès et à les assumer et à éviter de faire perdre du temps potentiellement aux locataires. Donc de poser un cadre, et je vous expliquerai tout à l'heure comment nous on le voit en fait en termes de produits. Et ensuite, on a un deuxième point qui est la réactivité. Donc, c'est-à-dire que globalement, les locataires qui recherchent un logement, et moi j'aime bien prendre cette idée-là, imaginez que parfois c'est votre enfant qui vous contacte et qui recherche un logement. Imaginez-vous que globalement, si votre enfant il vous contacte ou il contacte d'autres propriétaires et qu'il n'a jamais de réponse, ça le met potentiellement dans une situation qui n'est pas agréable. Et donc globalement, vos locataires attendent de vous, au moment notamment où ils recherchent un logement, une réactivité et potentiellement une réponse d'ailleurs, qu'elle soit négative ou positive. Donc ça, c'est plutôt en amont de chaîne. Ensuite, pendant la contractualisation, moi, je vous encourage à être réactif parce qu'en fait, c'est le seul moment dans le marché où en fait, c'est l'étudiant qui reprend la main ou c'est le locataire qui reprend la main. Je vous prends un exemple très concret, mais quand vous faites une visite d'un appartement, il y a un étudiant ou un locataire classique, peu importe, qui vous laisse son dossier. Vous vous dites, c'est ce dossier-là que je veux. Parce qu'il est sympa, il a un bon garant, il a une bonne caution, etc., etc. Vous allez appeler potentiellement ce locataire, vous allez lui envoyer un mail en lui disant « Pour moi, c'est go, je vous veux en tant que locataire, il n'y a pas de souci, etc., etc. Je vous envoie le bail. » On est bien d'accord qu'à ce moment-là, c'est le locataire qui a la main. Parce que le locataire, il n'est pas bête. Il fait aussi plusieurs process en parallèle. Donc, et vous avez certainement dû connaître ça, des locataires qui vous disent oui, oui, je le prends, vous dites ok, ça marche, et puis 2 jours après, ils vous rappellent en vous disant en fait, j'ai pris X.
Donc vous avez perdu du temps, etc., etc. Et encore là, c'est là où il faut être réactif, dans une logique, encore une fois, de je vais chercher mon client ou je convertis mon client, parce qu'en fait, on parlera tout à l'heure, le locataire est votre client. Globalement, c'est super important, encore sur cette phase que nous on appelle de contractualisation, d'être extrêmement réactif. Parce qu'en fait, le locataire, à un moment donné, il joue plusieurs process en parallèle et il n'attend pas forcément votre retour ou votre unique retour. Et puis après, c'est aussi être réactif pendant la location. C'est extrêmement important d'être réactif pendant la location. On investit tous, et moi le premier, pas pour qu'on m'appelle toute la soirée pour changer une poire de douche ou un lavabo, mais vous avez plein de moyens d'être réactif. Vous pouvez intéresser vos locataires à être responsables dans les colocations, à être responsables dans leur studio en leur donnant un certain bout de budget pour qu'ils se débrouillent, etc. Mais quand ils vous posent des questions, vous répondez. Ça, c'est un point qui est important. Et surtout, encore une fois, quand vous êtes réactif et que vous apportez ce type de prestation, vous fidélisez vos locataires et potentiellement, ils parlent de vous. Donc ça, c'est extrêmement aussi important parce que quand je parle encore une fois des étudiants, la rotation, elle est naturelle. Donc quand ça se passe bien, quand vous êtes un bon propriétaire, que vous êtes réactif, que vous avez réglé ses problèmes et que vous ne l'avez pas laissé dormir pendant une semaine sans électricité, globalement, il vous mettra dans les petits papiers de l'école en disant tiens, moi je me barre, mais tiens, toi qui recherches un appart, prends celui-ci, il est génial, et le propriétaire en plus, il est bien meilleur que tous les autres propriétaires. Et donc ça, c'est ce qu'on essaie de vous faire faire chez Studapart. Et puis le dernier point, à un moment donné aussi, c'est d'être valorisé. Et on discutera aussi de ça tout à l'heure. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vous paye mensuellement pour louer votre logement, et je suis désolé de le dire, mais c'est le cas, et qui n'est pas une machine, qui est un humain. Et souvent, on oublie parfois l'humain au détriment du dossier de location. En fait, avant de lui demander ce qu'il fait, où il va, pourquoi il fait ses études à la Cato Lyon ou à Sciences Po Lyon, on lui dit « Est-ce que tu as ton dossier ? Est-ce que tu as un garant ?» Ce qui est très bien. À un moment donné, c'est le process qu'on a tous dit et qui est un process a priori sociétal. Mais on peut très bien gagner sa vie et vous flinguer l'appart parce qu'en fait, on est mal éduqué, on a les mauvaises valeurs ou peu importe. Et donc en fait, ça c'est un point qui est super important et qui frustre énormément les locataires, ce qu'ils nous disent, où ils ont parfois l'impression d'être considérés, et je ne parle pas pour vous, je parle d'une manière générale dans leurs expériences qu'ils ont pu connaître, comme plutôt un numéro ou un dossier de location. Et quand on essaye, vous, de vous remettre potentiellement dans cette histoire, vous aussi, à un moment donné, quand vous recherchez quelque chose et que vous avez envie d'aller acheter quelque chose, vous aimez être considéré comme la personne qui achète quelque chose et pas comme juste un numéro, une carte bleue ou un numéro de chéquier. Ensuite, ça c'est super intéressant aussi. Globalement, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis juste là pour vous donner un petit peu de mon expertise sur le marché de l'immobilier. Il y en a plein dans la salle qui sont bien meilleurs que moi et je ne suis pas le dieu de l'immobilier, mais en tout cas, par mon métier, je côtoie beaucoup de gens, qui soient particuliers, agences immobilières, résidences étudiantes, des investisseurs, enfin des gros investisseurs internationaux, etc. Donc j'ai un peu de billes là-dessus. Ce que je vois, c'est que globalement, déjà, sur tout ce qui est marché professionnel, et notamment de la résidence étudiante en tout cas, il y a un énorme truc qui est en train de se créer, c'est que déjà, c'est un marché en hyper-croissance, puisqu'en fait, il y a à peu près 10% de nouvelles résidences qui sortent de terre par an. Et ce qu'on voit aussi sur les résidences étudiantes, c'était que historiquement, et ça marchait comme ça sur quasiment tout le marché, on était dans un marché où en fait, on réfléchissait en se disant, en fait, louer un logement, il y a tellement de demandes que j'ai pas forcément besoin d'investir énormément sur le produit, sur le marketing et sur mon expérience. Parce que de toute façon, les étudiants ou les locataires classiques, il y a tellement de demandes qu'ils loueront. Ça, c'est un truc qu'on a tous entendu, qu'on a tous vu. C'était vrai, mais c'est beaucoup moins vrai maintenant. Pourquoi c'est beaucoup moins vrai ? Parce que déjà, les professionnels se rendent compte. Et les professionnels se rendent compte aussi que potentiellement, quand ils investissaient dans des mauvais produits, les locataires le ressentaient, et puis les dézinguaient sur Google, et puis du coup, ça affecte la marque, etc. etc. Donc en fait, c'est juste pas l'avenir. Et puis, n'importe quel manager d'une grande entreprise a envie de développer sa marque et que ça soit pas une bad marque. Et puis... globalement, on a aussi un énorme boom, et je suis sûr que dans la salle, il y en a plein qui investissent de manière importante et depuis pas forcément beaucoup d'années, ou qui pensent à investir dans l'immobilier. C'est un truc qu'on voit qui est énorme, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'investissements locatifs dans ce pays, pour plusieurs raisons. En fait, la première, c'est que vous avez des taux d'intérêt qui sont juste historiquement ultra bas. Il y a un chiffre qui est très simple. En 2018, 70% des investissements locatifs en France ont été faits sans apport. Donc en fait, on est juste en train de dire à des gens qu'il y a de l'argent qui est quasiment gratuit à la banque, que je prends cet argent et que j'achète de l'immobilier et que je me crée un revenu. Bon, du coup, on comprend aisément qu'il y a des gens qui se disent « Ah, ça a l'air d'être intéressant ce truc-là ».
Et donc, c'est ce qui se passe. Le deuxième, c'est, vous avez aussi, et on le voit, tous les prix de l'immobilier dans toutes les plus grandes villes de France, et Lyon en fait partie, sont en croissance, sont beaucoup plus chers que sur les 10 dernières années. Et du coup, il se passe 2 événements. Le premier, c'est qu'en fait, on a un pays qui se décentralise. C'est-à-dire qu'en fait, quand on discute avec des notaires, par exemple à Paris, ils nous disent le marché parisien est un marché d'internationaux. C'est-à-dire qu'en fait, grosse partie des acquisitions des biens sont faites par des gens du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique latine, etc. Ou d'Europe, peu importe. Et puis quand on discute avec des notaires lyonnais, ils nous disent en fait Lyon ça devient un marché de Parisiens. Et puis moi je suis originaire de Nantes, j'ai acheté des apparts à Nantes et on me dit que sur l'année 2018, il y a entre 20 et 25% des acquisitions d'investissements locatifs à Nantes qui ont été faits par des gens de région parisienne. Donc en fait on est en train de comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas forcément acheter leur résidence principale, que ça soit à Paris dans le cas de Paris ou de Lyonnais à Lyon, et du coup qui placent des billes qu'ils peuvent prendre à la banque dans d'autres villes. Et donc ça, c'est ce qui fait que globalement, le marché évolue aussi là-dessus. Ce qui est aussi intéressant, c'est que toute la fiscalité aussi en France, on a quand même, je vais dire le mot, parce que je sais que parfois on ne se le dit pas, mais qu'il y a un paradis fiscal, notamment sur certains, je sais que ça fera sourire certains, mais qui a un paradis fiscal, entre guillemets, sur certaines thématiques, et je pense au LMNP avec un régime réel, etc. Vous avez quand même des capacités aujourd'hui d'investir et de ne pas payer d'impôts sur plusieurs années. Depuis 53, plan comptable des années 50. Donc chaque année, on dit est-ce que ça va bouger ? Il y a des suppositions. Il y a le plan de finances 2022 qui dit on va remettre en cause le LMNP. Bon, on se reparlera en 2022, mais tous les 10 ans, on dit que ça va bouger. Globalement, il n'y a pas assez de meublé, ça encourage l'investissement. Il y a énormément, je ne sais pas si vous avez vu dans la loi Elan, maintenant si vous achetez dans l'ancien, vous avez des défiscalisations pour vos travaux entre 12 et 21% du prix du bien, etc. Enfin bref, quand même des outils aujourd'hui et des leviers qui vous permettent de le faire. Et le dernier point, c'est qu'avant l'immobilier aussi était une espèce de nébuleuse en fait où c'était hyper fermé en fait. Quand nous on discute avec plein de propriétaires qui sont des nouveaux propriétaires, ils nous disaient mais en fait moi à 25 ans ou à 30 ans jamais je me serais dit que je pouvais acheter un appartement et le louer. J'avais l'impression qu'en fait il fallait que j'ai réussi ma vie pour investir, il fallait que j'ai 50 ans, etc., etc. Ce n'est plus vrai. Et ce qui a tout changé aussi, c'est le savoir. Au même titre qu'aujourd'hui dans l'école, pourquoi aujourd'hui dans l'école, si vous avez fait une grande école, vous n'êtes pas sûr de réussir dans la vie? Et c'est pas bien ou mal, mais en tout cas c'est un fait, c'est qu'aujourd'hui le savoir il est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'en fait je peux être en Inde, à New Delhi, j'ai pas accès à l'école, je vais sur Coursera et je suis les cours de Stanford ou du MIT ou d'HEC, parce qu'ils sont en ligne. Et donc en fait le savoir aujourd'hui est ouvert à tous, les gens qui ont le temps et l'envie apprennent ce qu'ils veulent. Et sur l'immobilier c'est pareil. Vous avez des chaînes YouTube, vous avez des événements comme ce soir. On essaie en tout cas d'apporter une partie de notre expertise. Et puis il y a plein de gens qui font ça bien mieux que nous sur des verticales hyper précises immobilières qui vont vous expliquer comment le LMNP c'est génial, comment je finance mon bien, etc. Tout ça aujourd'hui c'est hyper ouvert. Donc globalement il y a des centaines de milliers de gens en France qui ont accès à ce savoir-là, alors qu'avant c'était relativement fermé et c'était relativement élitiste. Donc ça change, c'est un paradigme relativement nouveau. Et puis le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui, on est un pays qui est relativement ouvert. Et dans le cadre de Studapart, moi j'étais il y a 2 mois à un salon, enfin c'est pas un salon, c'est plutôt un forum qui traite en fait du logement étudiant en Europe, donc c'était à Milan. Et en fait, quand je discutais avec énormément d'acteurs de résidences étudiantes qui sont internationaux, donc il y a des Américains, des Anglais, des Chinois, etc., ils ont tous ciblé la France en disant « La France, c'est le 2e marché européen, il y a plein d'étudiants, les produits, il y a tout à faire, etc., etc. On va y aller. » Et donc ça veut dire que globalement, on a une concurrence nationale qui va être de plus en plus forte parce que le savoir fait en sorte que je peux investir, les outils financiers sont là pour investir. Et puis il y a aussi des gens de l'international qui ne venaient pas forcément avant en France qui commencent à investir. Et on le voit avec, j'ai mis 2 exemples, mais il y en a 1 milliard, Melon District, The Student Hotel, enfin bref, il y en a plein. Et donc ça, c'est quelque chose de relativement aussi nouveau. Alors, globalement, comment du coup un peu se battre dans cette concurrence? Ce qu'on aime bien rappeler, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais en tout cas c'est quelque chose qui est chez Studapart extrêmement fort, c'est qu'on pense que vous êtes un commerçant.
Et vous déclarez une activité. Quand vous devez aller au CFE, etc., vous déclarez, on vous dit il faut vous enregistrer votre activité. D'accord ? Donc si vous enregistrez une activité, c'est qu'à un moment donné, même si vous n'êtes pas professionnel, parce que ça s'appelle loueur meublé non professionnel, il n'y a que le nom en fait, qui vous dit que vous n'êtes pas commercial. Et puis si vous avez une SCI, c'est pareil, parce qu'à un moment donné, vous payez notamment potentiellement de l'IS, pour ceux qui ont une SCI à l'IS. Donc IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc société, encore une fois, quand je lis le dictionnaire, société, il y a une dimension commerciale. Donc même si vous n'êtes pas véritablement commercial, vous l'êtes en fait dans les faits. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que globalement, j'aime bien prendre cette analogie-là, mais quand vous allez dans une boulangerie, par exemple, si on prend cette image qui est ultra simple, quand vous allez dans la boulangerie, il y a 3 choses qui sont importantes pour vous. La première, c'est de vous dire, est-ce que le produit que j'achète, il est bon ? C'est-à-dire, est-ce que le pain ou la viennoiserie que j'achète, il est bon et est-ce que j'en suis satisfait ? Est-ce que globalement, la boutique, l'écosystème en fait, dans lequel je rentre est bien ? C'est-à-dire, est-ce que je me sens bien ou est-ce qu'en fait, je ne me sens pas bien ? Et puis, le troisième point, est-ce qu'à un moment donné, le boulanger ou la boulangère, elle est sympa avec moi ou est-ce qu'elle est commerciale ? Et puis, en fonction de ça, vous allez osciller et potentiellement, vous allez sortir de la boulangerie en vous disant « Elle est horrible celle-là, je vais lui mettre 1 sur 5 sur Google ou sur TripAdvisor. » Et globalement, vous payez à un moment donné ce service-là. Et donc, dans votre tête, c'est super important que globalement, elle vous fasse un sourire, qu'elle vous donne la baguette et que cette baguette, quand vous allez la manger, elle soit bonne. Et bien là, c'est pareil. En fait, à un moment donné, vous, en tant que propriétaire, vous faites payer pour une prestation, qui est une prestation finalement de service. Vous mettez à disposition un local, un bien, on l'appelle comme on veut, et il y a quelqu'un qui, pour ce local-là, vous paye quelque chose. Et donc ça, c'est en ce sens qu'on pense que les propriétaires sont finalement des commerçants, et qu'il est important d'avoir, à notre sens, cet état d'esprit pour pouvoir faire 3 choses. 1, c'est se vendre. 2, c'est s'adapter. Et 3, c'est se professionnaliser. Se vendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, il y a de la concurrence, comme on l'a vu sur la partie juste avant. Il y a des nouveaux propriétaires, il y a des nouvelles résidences, il y a des agences qui se renouvellent, qui se réinventent, parce qu'elles voient que le modèle, potentiellement, il ne marche pas bien, etc., etc. Donc se vendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se vendre déjà sur son produit, donc de faire en sorte de rendre son produit potentiellement différenciant. Donc par du beau meuble, investir potentiellement dans les travaux, mettre des petits trucs qui font plaisir aux locataires, une tireuse à bière, une mini-table de ping-pong, une Wii, enfin des petites choses qui ne coûtent pas forcément cher, mais qui créent de l'expérience. Et en fait, quand le locataire il aura visité un bien et puis le vôtre après, il se dira en fait c'est juste celui-ci que j'ai envie d'avoir parce que le gars il a mis une mini-table de ping-pong. C'est bête, ça coûte 30 € et ça marche. Ça, c'est un premier point, c'est notamment le produit. La deuxième, c'est l'annonce. En fait, on se rend compte, et je vous invite à le faire dès demain si vous avez un petit peu de temps, d'aller sur beaucoup de plateformes et regarder les annonces. En fait, vous avez à un moment donné un locataire, qu'il soit étudiant ou autre, peu importe, qui va mettre, parce que c'est ce que vous lui demandez, 30% de ses revenus, ou en tout cas de son garant, dans le logement. Donc c'est une dépense qui est hyper importante. Quand vous avez acheté votre résidence principale ou si vous louez, vous le savez mieux que moi, le loyer, ça fait partie de la partie des ménages qui est la plus importante quasiment mensuellement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut lui donner envie. Il faut lui donner envie de louer votre appart. Ça passe par plusieurs choses. Déjà, ça passe par notamment des photos. Et ça paraît parfois évident, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et j'irai même plus loin, des photos en situation. Comme vous voyez, regardez, on a mis la table ici. Si je prends une photo avec la table mise, c'est plus sympa que s'il n'y a rien sur la table. Parce qu'en fait, quand je vais regarder ma photo, je vais avoir envie de m'installer ici et de manger avec ma copine, mon copain ou je ne sais qui. Donc ça, c'est important, les photos. Ensuite, les descriptions. Pareil, les propriétaires, parfois, se disent « je vais décrire que mon bien ». Et que mon bien, en fait, je ne fais pas forcément l'effort de décrire toutes les pièces, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il n'y a pas non plus que le bien, il y a aussi le quartier. Quand vous, à un moment donné, vous avez cherché votre maison en résidence principale ou votre appart à louer, etc., vous avez fait à un moment donné le tour du quartier. Est-ce que c'est un quartier qui craint ? Est-ce qu'il y a un restaurant qui est en bas et ça va empester dans la cage d'escalier ? Est-ce que, je ne sais pas, tard la nuit, c'est la rue, en fait, tout le monde passe avec une bière à la main et du coup, on ne va pas dormir de la nuit ? Toutes ces questions-là, elles sont relativement importantes. Et si vous mettez dans les chaussures d'un locataire qui ne connaît pas la ville, ce qui est le cas quand même de beaucoup de locataires quand ils arrivent, qu'ils soient étudiants ou en mobilité professionnelle ou peu importe, ils ne connaissent pas le quartier. Et donc c'est super important de pouvoir leur donner envie là-dessus. Ensuite, la partie toujours à vendre aussi, de vendre aussi votre profil. Il
faut pas hésiter. En fait, à un moment donné, la location, c'est quoi? C'est quand même un rapport humain, c'est-à-dire je te donne quelque chose pendant un laps de temps et toi, tu me donnes quelque chose dans le cadre de la location d'un appartement. Ce qui fait qu'on repose sur des rapports humains, en sachant que vous allez aussi louer pendant plusieurs mois à des gens, donc vous avez besoin d'avoir confiance. Et la personne, c'est exactement pareil, elle a besoin de savoir potentiellement qui vous êtes. Donc il ne faut pas hésiter à mettre la gomme sur votre histoire, qu'est-ce qui est important pour vous en tant que propriétaire, parfois de poser aussi le cadre. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément assez et qui sont pour nous relativement importantes dans l'avenir. Le deuxième, c'est s'adapter. Ça, je pense que c'est hyper important dans votre choix en tant que propriétaire. Il faut avoir une capacité de changer de braquet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous empruntez de l'argent à la banque pour investir, on est bien d'accord que vous investissez pas pour 6 mois. Vous êtes en train de vous engager dans un projet pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. À part pour ceux qui font de l'achat-revente, il y en a, ça existe. Mais quand vous faites de la location classique, vous êtes quand même sur des cycles longs. Vous êtes sur des cycles de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme je viens de le dire. Et en 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le monde, il a le temps de changer 15 fois. J'aime bien faire cette rétrospective, mais il y a un monde, et c'est horrible à dire, mais c'est comme ça, il y a un monde avant Facebook et après Facebook. Et après Facebook, en fait, il vient juste de se passer 10 ans. Et on a l'impression, quand on regarde de ce qui se passait en 2008-2009, comment on consommait les applications qui existaient, etc., avant que Facebook, finalement, ne vienne un peu évangéliser le web, en fait, on ne fonctionnait pas du tout de la même manière. Et il s'est passé que 10 ans. Donc dans 10 ans, honnêtement, tout peut changer. Ce qui veut dire que vous devez garder un état d'esprit en tant que propriétaire d'adaptabilité et potentiellement d'avoir des logements adaptables. Nous, c'est ce qu'on appelle potentiellement les logements hybrides. Donc d'avoir des logements qui vont correspondre à un moment donné à un gamin de 18 ans, à quelqu'un qui est un peu plus vieux qui a 25 ans, à quelqu'un qui arrive qui a 30 ans et qui est en mobilité professionnelle, ou à un touriste qui vient à Lyon pendant les fêtes des Lumières et qui a besoin de votre appart pendant 2 semaines. Et ça, c'est super important parce qu'il faut que vous ayez l'intelligence de jouer avec ce sourcing de locataires. Et il faut que votre produit, votre état d'esprit, votre profil, votre marketing soit constamment en fait en capacité de s'adapter à ça. Parce que le monde va changer, c'est évident. Et que les locataires aussi ont des usages qui potentiellement sont différents. Et puis la notion de professionnalisation. Encore une fois, les gens qui s'en sortiront seront des gens qui seront relativement organisés dans leur gestion et qui auront cette capacité, justement, encore une fois, d'état d'esprit, de se professionnaliser, de comprendre que c'est une activité, qui est une activité commerciale. Et donc, en tant qu'activité commerciale, à partir du moment où le monde change et qu'il y a de la concurrence, je dois être en capacité de me professionnaliser, donc de m'adapter, potentiellement de réinvestir. On le voit aussi souvent. Il ne faut pas avoir peur, potentiellement, en tant que propriétaire, à un moment donné, de remettre un peu de gomme, de refaire évoluer son logement et parfois même de demander à son locataire. En fait, on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de propriétaires qui nous disent « Ouais, mais attendez, moi, la déco, c'est pas mon truc, je sais pas quoi faire. Et en plus, ils ont 25 ans, je comprends pas ce qu'ils me veulent. » Mais demandez-leur. Ils seront hyper contents, en fait, de vous aider à construire ça parce qu'à un moment donné, vous leur montrez un lien d'intérêt. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous avez la personne qui est dans vos lieux et qui peut être pour vous un levier, soit de responsabilisation, quand je le disais tout à l'heure, quand il y a des dégâts des eaux, des machins comme ça, il y a plein de locataires qui sont prêts à faire le job pour vous aider et vous dépatouiller, mais aussi dans le cas où, globalement, vous avez envie d'avoir leurs conseils parce qu'en fait, il n'y a pas mieux qu'un gars de 25 ans qui vend un truc à un gars de 25 ans. Globalement, quelle est la mission de Studapart pour les propriétaires? Elle est toute simple. Studapart, nous, notre objectif, c'est de valoriser et d'optimiser le sérieux, le temps et les revenus du propriétaire. Le sérieux, pourquoi? Parce qu'en fait, on pense que globalement, la plupart des propriétaires ont envie de bien travailler. Et on entend plein de trucs, les propriétaires sont méchants, les propriétaires font ceci, les propriétaires font cela. Nous, on sait que ce n'est pas le cas. En généralité, comme dans tout, on s'attache souvent à la minorité. Mais on veut valoriser ça. On veut valoriser les gens qui bossent bien, et je vais vous montrer ce que ça veut dire tout à l'heure. On veut valoriser et optimiser votre temps parce qu'on pense que vous avez investi pour vous éviter de vous prendre 3 heures par jour en termes de gestion. Enfin, c'est pas ça le but, en fait, historiquement, quand on fait de l'investissement locatif. Donc, pour nous, on doit construire absolument un produit qui vous fait gagner du temps. Pour nous, c'est essentiel. Et puis, à un moment donné aussi, puisqu'on parlait d'une activité, et c'est complètement normal, vous avez pris un risque qui est relatif, mais à un moment donné, c'est une logique très entrepreneuriale de se dire, voilà, j'ai envie d'aller chercher de l'argent à la banque, d'investir, d'acheter un appart et de m'engager sur 5, 10, 15, 20 ans, comme je disais, et de percevoir des loyers. C'est une vraie démarche entrepreneuriale, ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez besoin d'avoir des revenus qui tombent
pour, à un moment donné, solidifier votre investissement et bien dormir la nuit. Donc ça, pour nous, c'est évidemment important de faire en sorte de maximiser vos revenus. On arrive sur le dernier point de ma présentation, avant qu'on passe du coup à la partie échange, qui est globalement ce qu'on appelle chez Studapart notre roadmap un peu produit. Donc sur quoi en fait on est en train de travailler sur notre plateforme pour pouvoir globalement répondre aux enjeux des propriétaires. Donc en fait, on aime bien dissocier. Alors je ne sais pas si mon gadget laser fonctionne, ce serait génial. Pardon. Voilà, super. En fait, on aime bien dissocier en 3 thèmes un peu la vie d'un bien. Il y a une partie qui est ce qu'on appelle la partie commercialisation. Donc vous voyez, en fait, on a vraiment un jargon qui est très lié à l'activité commerciale finalement. On a une partie qui est la partie contractualisation, booking, et on a la partie gestion. Donc en gros, ça c'est la vie dans l'appartement. Ça c'est la partie où je signe mon bail, que je récupère le paiement et compagnie. Et ça c'est la partie un peu où je cherche mon locataire. Donc globalement, c'est tout simple. Sur la plateforme Studapart, vous avez un dépôt d'annonces. Donc vous allez déposer vos annonces et là, on va vous aider à maximiser votre capacité pour déposer votre annonce, c'est-à-dire globalement mettre des belles photos, ajouter des légendes, remplir vos conditions d'accès en tant que propriétaire, c'est-à-dire quels sont mes critères importants pour trouver mon locataire, etc., etc. Ensuite, vous allez recevoir des candidatures Studapart. Donc il y a des étudiants de différentes écoles globalement qui vont candidater et qui vont vous envoyer des demandes. Le point qui est super important, c'est ce point-là, et je vais passer un peu de temps parce qu'il est nouveau. En fait, on a l'humilité de se dire que chez Studapart, on ne pourra pas sourcer tous les locataires de la France. Ce ne sera pas possible, parce qu'en fait, le locataire, il utilisera toujours plusieurs plateformes. Et en tant que propriétaire, c'est aussi le cas. Je sais qu'il y en a plein qui vont utiliser potentiellement Studapart, Le Bon Coin, PAP, etc. Et c'est normal, parce qu'en tant que propriétaire, vous allez vouloir diversifier vos plateformes pour avoir le plus de chances de trouver ce que vous appelez le bon locataire. Et ça, on a fait en sorte de le comprendre chez Studapart. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, globalement, si nous, Studapart, on va en parler juste après, on vous crée une expérience de dingue. C'est-à-dire que quand vous trouvez un étudiant sur la plateforme, c'est génial, ma vie est simplifiée, etc., etc. Mais que 6 mois plus tard, on n'est pas capable de vous apporter le locataire que vous voulez parce qu'on ne l'a pas. C'est-à-dire que potentiellement, je ne sais pas, vous cherchez quelqu'un pendant 3 mois, entre avril et juin, et malheureusement, ce locataire que vous voulez, on ne l'a pas. Potentiellement, vous allez mettre votre annonce sur d'autres plateformes. Et c'est normal, je ferai la même chose. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recréer un process de réservation qui sera différent de celui que vous aurez utilisé sur Studapart. Et donc, du coup, vous allez être déçu parce que vous allez vous dire « Ah bah mince, quand j'avais mon locataire sur Studapart, mon expérience a été juste incroyable et maintenant, en fait, je repasse à un truc où il faut que je fasse mon bail en papier, etc., etc. C'est pas terrible. » Du coup, ce qu'on a créé, ce qu'on est en train de créer, c'est un peu de teasing, pardon, c'est la capacité pour un propriétaire de refaire rentrer les candidats qu'il aurait potentiellement trouvés sur d'autres plateformes dans la mécanique Studapart. Pour que ce locataire-là que vous aurez retrouvé par exemple sur Le Bon Coin ou PAP, il puisse re-rentrer dans nos outils parce qu'on pense que nos outils vous apporteront de la valeur, ce qui fait que vous aurez constamment le même processus de réservation. Ensuite, une fois que vous avez reçu vos candidatures ou que vous les avez fait passer s'ils viennent de d'autres plateformes, on a ce qu'on appelle nous un scoring des candidatures. Ça veut dire quoi un scoring des candidatures? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous aurez déposé ici votre annonce, on vous aura demandé ce qu'on appelle les conditions d'accès. Les conditions d'accès, c'est je veux quelqu'un qui reste combien de mois minimum, à partir de quand, quel est son taux d'effort, c'est-à-dire quelle est pour moi la caution et la garantie que je veux par rapport au locataire que je recherche et par rapport notamment à mon loyer. Et à partir de là, ça veut dire qu'on va faire passer une moulinette où tous les locataires, de toute façon, sur Studapart, doivent renseigner qui ils sont en termes de personnes, donc pas en termes que de dossiers. Je suis à Maury-Roland, j'ai fait telle école, voici ce que je veux faire, etc. Je me dévoile un peu en tant que locataire. Ça, pour nous, c'est super important parce que c'est ce qu'on appelle l'humanisation des candidatures. Et ensuite, il y a la partie dossier de location où effectivement, là, le locataire va venir mettre son dossier de location. Et nous, on a une capacité de vérification des pièces et de dire oui ou non, tu réponds aux conditions d'accès du propriétaire. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, du coup, quand vous avez la demande qui tombe chez vous, vous savez qu'elle correspond à vos conditions d'accès. Pourquoi on fait ça? Parce que quand vous utilisez potentiellement des plateformes qui ne font pas ça, vous êtes potentiellement harcelé, parce que c'est le mot que je vais utiliser, et moi je l'ai fait à titre personnel, en test sur certaines plateformes qu'on connaît tous avec un logo orange, c'est que vous allez recevoir 1 milliard de candidatures,
mais qui ne correspondent pas forcément à vos critères d'accessibilité. Et donc en fait, tout le monde perd du temps. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette espèce de moulinette pré-demande qui nous permet de vous apporter des candidatures qui sont déjà entre guillemets préfiltrées pour qu'à la fin du jeu, tout le monde ait gagné du temps, que ce soit le locataire et le propriétaire. Le locataire, en fait, il s'en fiche de ne pas être accepté dans votre logement. Pour lui, c'est pas grave. Il veut juste le savoir avant de passer 3 quarts d'heure sur le sujet. Ensuite, on a la partie visite de l'appartement, alors que d'ailleurs tout le monde ne fait pas. Vous avez la partie choix du locataire, donc là vous aurez choisi votre locataire après la visite ou sans visite, parce qu'il y a des locataires qui visitent, enfin il y a des propriétaires qui louent sans visite, notamment dans le cas des étudiants internationaux. Et ensuite, vous avez une capacité qui est importante chez Sudapart de pouvoir signer votre bail de location en ligne. D'accord ? Donc ça c'est super important, de pouvoir directement signer votre bail de location en ligne en sachant que celui-ci va devoir s'archiver. Vous pouvez l'envoyer au garant du locataire, etc. pour que le garant le signe aussi en ligne. Pour nous, ça nous paraît hyper important de digitaliser cette partie-là parce que sinon, vous imprimez vos baux, on les perd, on ne sait pas ce qu'on en fait, ils ne s'archivent pas, etc., etc. Et puis, on prend aussi le premier paiement. Donc, on fait en sorte que le locataire puisse verser le premier paiement. Nous, on le sécurise et on vous le reverse à vous 24 heures après l'arrivée de l'étudiant ou du locataire, parce que ce n'est pas du coup que de l'étudiant dans les lieux. Ça, c'est le périmètre qu'on gère. Vous voyez les pointillés, ça s'arrête là, c'est le périmètre qu'on gère aujourd'hui. Et puis, on travaillera à l'avenir potentiellement, et je le mets encore entre parenthèses, sur 2 éléments. Le premier, c'est de faire en sorte potentiellement de réceptionner les prochains loyers pour ceux qui le veulent. En fait, on fera des choses sur étagère pour que chaque propriétaire puisse aussi faire comme il veut, parce qu'il y a des propriétaires qui ont des process qui sont différents, et donc notre but, c'est pas d'obliger à rentrer tous les propriétaires dans un seul process, c'est plutôt de faire en sorte de créer un espèce de socle commun à 50% et qu'après les autres 50% soient des systèmes un peu optionnels. Celui-ci en fait partie de réception des prochains mois où nous, on est capable de faire l'appel de fonds des locataires, de vous reverser l'argent à une date fixe. Et si l'argent n'est pas fixé d'ailleurs, on a un système de garantie loyer impayé qu'on a développé avec Allianz, donc on est capable de vous prévenir là-dessus. De vous faire le quittancement automatique, parce que c'est aussi quelque chose parfois qui est un peu fatigant de faire potentiellement tous les mois. Et puis ce qu'on veut faire aussi potentiellement, c'est qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de propriétaires, et ça sera encore optionnel, qui ont besoin parfois de partenaires pour tout un tas de niveaux. Je sais pas, j'ai une visite à faire, je peux pas la faire, j'ai besoin de quelqu'un en freelance ou en tout cas externe qui vient me faire cette visite-là pour toute la vie d'ailleurs ou juste pour une fois. Nous, on aura une capacité de vous mettre à disposition des gens en freelance ou auto-entrepreneurs potentiellement ou des structures qui pourront vous aider sur des missions notamment temporaires sur ces sujets-là. Donc ça, c'est les sujets qui sont potentiellement dans notre vision et que du coup, je voulais vous partager, même si aujourd'hui, à date, ils sont hors dehors des pointillés, donc vous ne pourrez pas les avoir dès demain. Voilà, c'était tout pour ma partie.